cahier de lecture parce que ça doit faire un mois qu'on n'en a pas fait, enfin depuis la première vidéo, et qu'on a lu entre temps une vingtaine de livres. Voilà, cette vidéo va être insupportablement trop longue. Nous sommes accompagnés De lait. De lait, parce que... Et de saucisson au chocolat, parce que vive le saucisson au chocolat. Alors le saucisson au chocolat pour les ignorants, c'est un gâteau au chocolat sous forme de saucisson, bref. Et c'est sans cuisson, faites faire ça à vos enfants. C'est très très cool. Attends, je vous dis, restez à la fin de la vidéo, vous aurez... De quoi? Une compil du chien de son chien. Du chien de son chien. Du chien de Toss aussi. Qui fait débrouiller la porte. Donc, on va commencer par Sur le vif de Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. Et ça raconte l'histoire de Emoni. C'est une très mauvaise idée. Ok. Ça raconte l'histoire d'Emoni. Elle s'appelle Emoni, pardon. Qui a 18 ans. Elle est en terminale. Et elle est mère d'une gamine de 2 ans, Emma. Et elle a une passion, c'est la cuisine. Et elle sait très bien qu'à cause d'Emma et même de son milieu social qui est très... comment on dit? Elle est défavorisée. Voilà, défavorisée. Et ben elle sait qu'elle ne pourra pas faire d'études. Mais il y a un cursus de art culinaire qui s'ouvre dans son lycée. Et du coup ça va lui ouvrir la porte à beaucoup de voies. C'est très peu français comme phrase. Mais vous avez compris l'histoire. Et c'est trop bien parce qu'en plus elle va réapprendre à aimer tout ça ici. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Bon, je savais que j'allais réfléchir à la manière dont j'allais aborder le sujet. J'ai lu un livre excellent qui est un gros coup de cœur pour moi et pour plein d'autres gens. Je pense naturellement à Clara Hero qui m'a donné envie de le lire et je ne regrette pas du tout. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir sa chaîne, et si vous ne connaissez pas le livre, lisez-le. Daisy Jones and the Six est un livre qui retrace l'histoire d'un groupe de rock dans les années 70, de sa création à sa dissolution. L'écrit est assez particulière, c'est que on a regroupé des interviews. C'est un regroupement d'interviews, du coup c'est les personnages qui parlent à la première personne de eux, comment ils ont vécu la chose, et du coup parfois pas tout le monde a la même version. Et c'est trop bien. Ce livre est vraiment bien fait, et à travers cette histoire de rock machin, ça parle de la musique, de l'art, de la famille, de l'amour, de la drogue. De la drogue? Ah oui, c'est du coup drogue, oui, pardon. De quoi? Ils sont pas très... on a un personnage qui par exemple va aller en désintoxication et tout son combat pour essayer de rester sobre. Notre personnage il en a rien à foutre de la désintoxication et comment elle le vit et comment ses proches le vivent. C'est trop bien. Tous les personnages sont tellement mignons et attachants que... Et bon voilà, j'ai adoré. J'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 1, donc A Touch of Darkness. Pardon. Et c'est une réécriture du conte de Hadès et Perséphone. Et j'ai déjà lu une réécriture, sauf que c'était un graphique, donc c'était L'Or Olympus. Et ce graphique était extrêmement bien réussi. Toute l'histoire qu'il y avait derrière, la modernisation était très bien exécutée et tout ça. Et du coup j'avais trop peur que ce livre me déçoive. Bon, ce livre, c'est Wattpad, d'accord? Au début vous êtes en mode mais rien ne va, d'accord? Pourquoi ils s'aiment pas mais ils se font quand même des bisous? Et vous comprenez pas, vous voyez, l'Enemies to Lovers n'est pas si bien développé que ça, mais c'est addictif et on aime ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus c'est, bon, on va pas se mytho, c'est cliché et tout ça. Je sais pas si je vais lire la suite, je pense que oui, parce que les livres sont beaux. Et que quand même j'ai envie de savoir la suite parce que là, c'est pas vraiment fini, mais la fin, quand même ça te... j'ai envie de connaître la suite. Tu vois. Okay, et je me suis un peu attachée aux personnages. Même s'ils sont un peu clichés, il y a quand même de l'originalité. Et c'est une réécriture, elle a pas du tout inventé les personnages. Oui, non, mais c'est quand même ils ont un caractère à eux propre. Parce que dans le mythe, ils ne disent pas le caractère qu'ils ont des persos. Ok. Bon, à part Hadès qui est un putain kidnappeur. Au cas où Daisy Jones c'est un one shot. Enfin, moi je l'ai lu 2 fois. J'ai lu la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Désolée, c'est mon chien qui... Chez Pulp Fiction, moi. Du coup, j'ai même pas aimé les belles éditions. Pulp Fiction, c'est trop jaune. La Passe Miroir, c'est cool. J'ai pas trop aimé.
Non, mais pour de La vrai. fin. Moi, j'ai pas aimé la fin. Non, la fin, c'est même la chose qui m'a le moins dérangée. Je trouve que ce livre manque d'humanité. Ils sont dans un monde un peu SF, mais un peu ancien, vous voyez, c'est bizarre. Il y a eu une apocalypse et du coup, l'humanité, il n'y a plus du tout de technologie ni rien, c'est pas ce genre de science-fiction. Ils vivent sur des parties de monde qui flottent, et c'est un mariage arrangé. Je sais que par exemple, certaines personnes peuvent le voir comme un. Enfin, je sais que Ninaku il a décrit comme ça, comme un super enemies to lover en mode fiction polaire. Je trouve que c'est la pire définition qu'on peut lui donner. Effectivement, ça part d'un enemies to lover vu que les lovers ne s'aiment pas au début, mais les lovers ils s'aiment pas vraiment aussi à la fin. Enfin, la romance c'est pas du tout le sujet principal ni le fait que ça se passe. Ça n'a jamais été dit que ça devait être le problème principal, sujet principal. Mais non, mais pour que les gens le sachent. Parce que moi j'imaginais aussi un peu un enemies to lover avec des super personnages et tout, mais l'univers est hyper développé, ça on peut pas leur enlever. Il y a des personnages cool, mais ils meurent. Tout est comme ça. Ce livre manque de genre. Il y a plein de fantasy un peu où il se passe plein de trucs, tout ça. Mais il y a toujours des moments où le personnage principal il est entouré de ses proches et ça se passe bien et il y a un peu des blagues. Là, non, jamais. C'est tout le temps la merde, tout le temps. C'est déprimant. Moi, ça m'a pas du tout apporté de joie ni rien et cette lecture m'a même pas apporté de grande tristesse ni de grande réflexion sur ma vie. Mais sinon, c'est cool. Non, voilà. Si ça vous intéresse, tout cet univers de fantasy que vous avez entendu parler, lisez-le. Peut-être que c'est un peu trop adulte. Je sais que genre c'est la saga préférée de mon prof de SVT. Bon, bref. La suite. J'ai lu La femme de chambre... de chambre. Ah, j'ai le cannabis. Non, La femme de chambre de... J'ai recommencé parce que là c'est... J'ai lu La femme de chambre de Nita Prose, pardon, aux éditions je ne sais pas lesquelles et elle vous le mettra. C'est pas écrit, attends je regarde. Et ça raconte l'histoire d'une femme de chambre, jure. Et au cas où dans la passe miroir elle peut passer des miroirs. Non mais ça raconte l'histoire d'une femme de chambre qui adore son métier, vraiment elle est passionnée par ça. Et un jour, elle nettoie une chambre, et là, elle nettoie une suite, et là, elle rentre dans la chambre, et elle voit celui qui est dans la suite, qui a payé pour la suite, mort. Voilà, donc il n'est plus vivant. Et là, elle se dit, bah, je fais quoi? Et bon, bref. Et donc, dans ce... Et non. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah déjà, on va apprendre plus sur elle. En fait, on se rend compte elle ne perçoit pas le monde comme nous, on le perçoit. Et elle a beaucoup de mal à déchiffrer les émotions des autres et tout ça. Donc je pense qu'il y a une espèce de représentation Autisme. Non, elle est pas autiste. Elle est neuroatypique. Neuroatypique, voilà. Regardez la série Atypical. Elle est incroyable. Donc elle est neuroatypique. Et regarde là aussi. Hein. Oui, non, mais tu sais très bien que je regarde pas de série. Si, t'as regardé Umbrella Academy. Oui, d'ailleurs. Il y a... Et bah il y a la saison 2 qui vient de sortir. 3. Ou il y a saison 3. Et il y a pas beaucoup de saisons aussi à Atypical. Et Sam, tu vas voir, c'est Fédé, même si Fédé n'est pas autiste, mais c'est quand même Fédé. Elle est neuroatypique. Tout ça pour ça. Et en fait, petit à petit, on va vraiment comprendre qui est le méchant dans l'histoire. Et même si on l'apprend très très tôt, il y a vraiment tout ce développement qu'il y a avec ses relations avec les gens qui s'améliorent. Elle découvre Enfin, elle se fait de nouveaux bébés. De nouveaux bébés. Elle se fait de nouveaux amis et elle se... De nouveaux amis. Rien ne va dans cette vidéo. Non, mais... Rien ne... Et sauvez-moi s'il vous plaît, j'en ai marre. Voilà, c'était bien comme livre. Toi, faut que tu présentes Blackwater. Blackwater de Michael Dowell, traduit chez Monsieur Toussaint Louverture. Les éditions sont magnifiques. Après, tout ce que font Toussaint Louverture est trop beau. Mais alors le livre, j'ai pas trop aimé. La couverture était tellement belle, le résumé elle est assez inspirant, mais l'espèce de... Vous voyez les espèces de gâchettes qu'on met autour des livres, puis qu'on enlève. Bon, il disait que c'était Dust Jacket. une dust jacket. C'était
c'était un grand ami de Stephen King, c'était un roi de l'horreur. Et alors moi j'ai jamais lu de Stephen King, mais de ce que j'ai entendu sur les films inspirés de ses livres et certains de ses livres, les histoires ont l'air beaucoup plus terrifiantes que Blackwater, même si ça pose des bases pour développer un univers terrifiant. Le tome 1 il fait pas en peur quoi. Ok. C'est peut-être la suite qui fait extrêmement peur. Oui, mais j'ai pas le 2, du coup on verra. Mais ouais, je serais chaude de tous les lire juste pour tous les avoir. Mais bon. Parce qu'ils sont beaux quand même. Ils sont vachement beaux. Et si, pour ceux que ça intéresse, ça se passe dans un petit village de l'Alabama, 1909 je crois. Il y a eu une énorme crue, on nous décrit pas du tout la crue, c'est juste la reconstruction du village. Enfin, le livre se passe à la reconstruction du village. Et la description des paysages fait un peu flipper, parce que c'est quand même un village submergé par les eaux, les odeurs, la chaleur, c'est... Et au début du livre, du coup, un homme très riche de la ville et son domestique embarquent jusqu'à un hôtel. Et dans cet hôtel, ils vont trouver une femme qui va se révéler bizarre, mais très bizarre, genre... Enfin, moi, je pense que c'est Unanguana, mais vous savez pas ce que c'est, vu que c'est le folklore de ma revue en Italie, mais... C'est quoi? Espèce de sorcière de l'eau, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre. Et je pense que ça peut être cool la suite. Je verrai si jamais un jour je me retrouve confrontée aux deux et que j'ai envie d'acheter un livre, je le prendrai. On vous présente le chien. La raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, n'est-ce pas? Le nom. Ah! C'est quoi la race déjà? Spitz-allemand. Spécialement. La descendre. Voilà. Du coup, j'ai lu Keep Hope de... Ah, ce chien. Je n'ai aucune idée de l'autrice, je suis désolée. C'est une autrice française ou canadienne? Ça se passe au Canada, c'est pour les Canadiens. C'est écrit par Nathalie Bernard et un autre type. Et c'est un livre... c'est un thriller. C'est un thriller gentil, hein, mais quand même. L'histoire est vraiment cool et intéressante. Et ça change. Et c'est... Non. Une histoire de kidnapping d'enfants. Voilà. Keep Hope. Le titre est très bien trouvé. Tout ce que je peux vous dire parce que l'histoire est trop folle. Et ouais, t'es vraiment cool, c'est besoin d'un petit thriller pour commencer le thriller si vous y connaissez pas trop mais que ça vous intéresse. Bah foncez hein. Lonely World de Iwata Bineko. Iwato Bineko. Et c'est le tome 3 de Lonely World. Et bon, je le représente encore une fois. Et du coup, ça raconte l'histoire d'une gamine qui se réveille, elle sait pas qui elle est, elle sait pas où elle est. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle est dans un monde là où il n'y a plus que des golems et plus aucun humain. Ils sont tous morts. C'est quoi un golem? Un golem, c'est ces espèces de petits trucs. Et il y en a deux petits. Ces espèces de robots. Et ils sont tous faits pour les humains et tout ça et les aider à vivre plus correctement. Bref, du coup, j'aime beaucoup cette série. C'est la première série manga de ce manga. Et je trouve que les dessins ils sont trop mignons. Ouais. L'histoire elle est adorable. Surtout le tome 3. Vraiment, le tome 3 c'est mon préféré pour l'instant. Entre les 3 premiers tomes. Et regardez la couverture comme elle est belle. Je trouve. Bref. Alors, j'ai lu une BD. Une bande dessinée très sérieuse qui s'appelle Le Monde sans fin, écrite par Giacovici et Blin. Enfin, Giacovici c'est plutôt pour les dialogues et Blin pour les dessins. Et c'est publié chez Dargo. C'est une BD qui est sortie cette année je crois. Qui a eu une énorme hype et c'est totalement justifié. C'est une BD qui t'explique notre rapport à l'énergie depuis l'Antiquité, qui te propose aussi un peu des solutions pour combattre le changement climatique, mais c'est pas vraiment un livre moralisateur, c'est un livre qui t'explique des faits. Après c'est un point de vue, tu es d'accord avec lui ou tu ne l'es pas. Moi j'ai plutôt apprécié son point de vue, je le trouve assez scientifique, parce que du coup je sais pas si vous connaissez l'auteur Blin, enfin le dessinateur Blin. Il fait des BD documentaires. Il a par exemple fait une BD documentaire que je ne sais plus comment elle s'appelle sur un cuisinier. Du coup il passe du temps avec un cuisinier dans un domaine qu'il connaît pas forcément.
et il pose plein de questions et on lui répond. Et là il a fait la même chose avec Giacovinci qui est c'est un scientifique français, météorologue, des trucs comme ça. Il a travaillé pour vous donner un nom, pour vous donner une idée de ce qu'il a fait, c'est lui qui a inventé le truc de quand je suis informée sur mon sujet. C'est lui qui la méthode pour calculer le bilan carbone des choses, c'est lui qui l'a inventé. Et c'est un des premiers qui, dans les années 90, a commencé à vraiment s'inquiéter du réchauffement climatique. Et la BD est hyper bien faite. T'as toute une très longue partie sur l'énergie, comment on fait ça, et une chose très intéressante, il te lit toute notre société à l'énergie, comment elle a évolué selon que nous on a évolué avec l'énergie. Bref, il nous explique toute notre dépendance à l'énergie. Non, sushi. Désolée. Puis le climat, il t'explique comment était le climat avant, qu'est-ce qui risque de se passer si on continue à foutre n'importe quoi avec l'énergie et comment ça augmente le climat. Puis il nous parle de notre alimentation, de nos moyens de transport, de notre... il y avait l'alimentation, les transports, de nos logements et de notre striatum, vous verrez ce que c'est. Il te parle aussi des énergies renouvelables, il t'ouvre un peu les yeux sur ce que c'est, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, sur la réalité que c'est, parce que c'est vachement idéologisé, il y a plein de gens qui veulent bannir le nucléaire. Lui c'est plutôt un pro-nucléaire, mais il explique tellement bien que tu ne peux être que de son avis, je trouve. Bref, c'était génial. Autobiographie, je l'ai lu sur ma liseuse, donc vous aurez pas de physique. Mais c'est l'histoire d'une famille assez libérale qui aussi très aisée, on va pas se mytho, avec qui déménage dans un trou paumé, là où il y a une majorité religieuse un peu extrémiste. Quelle religion? Chrétienne, je crois. Oui, c'est du christianisme. Enfin, c'est une espèce de secte, vous voyez. Et dans cette secte, ils proscrivent l'homosexualité, enfin tout ce qui est LGBTQI+. Sauf que Tanner, il est bi. Et du coup, il va être un peu pas... Enfin, il va devoir se cacher pour qu'on lui foute la paix et que... Parce que déjà, il n'est pas dans la secte, donc déjà pour ça, il est assez marginalisé. Mais si en plus, tout le monde sait qu'il est bi, il va crever, littéralement. On va le mettre sur un bûcher. Sauf qu'il va tomber, il va avoir un coup de foudre pour Sébastien. Sauf que Sébastien fait partie de cette secte. Voilà. Et donc, dans ce livre, il va y avoir beaucoup de thèmes qui sont abordés, dont l'acceptation de soi, la religion, la marginalisation les minorités et tout ça. La famille aussi, les relations famille, amitié, amour, tout ça, c'est très abordé parce qu'il y a une histoire avec Autumn, sa meilleure amie, et tout ça. Et vraiment, ce livre, il m'a beaucoup touchée parce qu'il raconte clairement la vie, même si je riais pas. Même si je riais pas au fait que je vive dans une secte et que je... Ça va? Oui, je suis traumatisée, mais par ça va. Oui, mes chats, ils font pas des trucs comme ça. Voilà, pour Autobiography. Je pense que ma chronique est éclatée, mais c'est difficile de rassembler ces idées pour faire quelque chose d'assez concis et clair sur un livre qui est si vaste. Conclusion. Je vais vous parler d'un livre que j'ai. c'est rare, enfin il est à mon père, mais bon. L'art invisible de Scott McCloud. Montre-le. Oui. Je pense que c'est flou. Bon. Je vous montrerai le dessin après. L'art invisible, comprendre la bande dessinée est un livre, est une BD, encore une fois documentaire, enfin vraiment documentaire, mais documentaire explicatif de l'art de la bande dessinée. De pourquoi c'est pas considéré comme un art, depuis quand il y a de la bande dessinée. Il va hyper profond dans des questions que toi tu lis une bande dessinée, t'es là, ouais c'est cool, mais tu t'en fous. Et alors, en fait c'est tellement complexe et complet comme art que c'est fascinant. Et du coup, et la particularité de cette BD, c'est que c'est l'histoire de la bande dessinée racontée en bande dessinée. Et du coup, c'est hyper... c'est hyper. C'est génial. Et
Il t'explique tout, pourquoi, comment sont les images. Vous voyez cet espace-là, entre les cases qu'il y a dans toutes les putains de BD. Il te fait des thèses sur ça, c'est génial. Et il t'explique tout ce que c'est qu'une ellipse, tout. Il te fait des statistiques sur comment on passe d'une case à l'autre dans les différents genres. Du coup, il t'explique toutes les différences entre les BD américaines, européennes et asiatiques, en particulier l'art japonais. Leurs différences dans l'évolution, parce que l'américaine et l'européenne sont vachement plus liées que la japonaise, qui a eu le temps et un style très différent, et comment les genres se croisent et se développent. Il y a aussi toute une partie sur comment créer de l'art, comment on fait pour créer de l'art. C'est génial, c'est hyper intéressant. Et t'apprends tellement de choses que tu te serais même pas douté. Je pense que la prochaine BD que je vais lire, je vais l'analyser de fond en comble. Essayer de comprendre chaque ellipse, chaque caniveau. Il explique au début qu'il a eu du mal avec la traduction des mots, enfin le traducteur parce que ça a été écrit en anglais. C'est trop bien. Et le style est cool, ça se lit vite. Mais en même temps c'est hyper complet, intéressant et drôle. Ok. Voilà. Du coup, il me reste Johannes Cabal, le Nécromancien, donc c'est le tome 1. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc vous l'aurez toujours pas en physique, hein, je suis un gros rat. Et ça raconte l'histoire d'un nécromancien, Johannes Cabal. Johannes, excuse-moi. Johannes qui... il a vendu son âme à Satan pour avoir des pouvoirs et tout ça, enfin pour devenir nécromancien. Et pour pouvoir poursuivre ses études scientifiques. Tout le monde fait ça, personne. Au lieu de faire un crédit étudiant. Non, pas pour poursuivre ses études, genre pour pouvoir faire des okay. Expériences et tout ça. Avec la mort. Les sourires. Wow. Bref. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de quelques années, il se dit ouais, mais en fait, sans mon âme, j'arrive pas à faire des trucs bien précis et tout, j'arrive pas à interpréter mes résultats. Donc je vais demander à Satan de me rendre mon âme. Logique, tout le monde fait ça. Il va voir Satan, il fout le bordel aux enfers entre temps, hein. Et il lui dit ouais, j'aurais besoin de mon âme, s'il te plaît, tu peux me la rendre. Et Satan il dit mais en fait si je fais ça, tu sais très bien que tout le monde va me demander la même chose. Donc pour pas que tu y arrives, je vais te lancer un défi. Sauf que pour pas que je te la rende et tout ça, ce sera un truc compliqué. C'est-à-dire, il lui donne une fête foraine. Et avec cette fête foraine, il doit récolter 100 âmes en un an. C'est au bout de... Non, Sushi, arrête. Et au bout d'un an, il doit avoir récolté les 100 âmes pour pouvoir récupérer son âme. Et donc, on va suivre les... Genre, je monte, genre, il est là. L'épopée de Johannes. Et voilà. En plus, ça aborde l'histoire de la fraternité. Regarde! Ça aborde le thème de la fraternité, de ce qui est éthique ou pas, de tout ce qui est aussi la mort. Et c'est très 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 sarcastique et humoristique. Enfin, c'est de l'humour noir, donc faut aimer ça. Moi perso, je kiffe. Mais je sais pas si tout le monde aime ce genre de choses. Bah, non. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Tchuss! Bisous. Abonnez-vous au fait. Parce oui, s'il vous plaît. C'est bien de regarder les vidéos et tout ça, mais s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous avez aimé ce contenu. Je sais que c'est chiant de me demander ça et enfin ça fait très chiant de demander ça. Vous laissez avec les vidéos du chien. Voilà.